bonjour à tous et à toutes. Donc, Élise Darcy, infirmière puéricultrice, je travaille en libéral dans un cabinet pédiatrique pluridisciplinaire au nord de Nantes. Et moi, je suis Anne Nguyen, pour celles et ceux qui n'auraient pas été là la dernière fois. Je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute en libéral, installée sur Nantes. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat du groupe. On effectuera une session questions-réponses sur la fin. C'est possible qu'on déborde un tout petit peu. On va essayer de ne pas le faire, mais en tout cas, c'est une possibilité. Et dans ce cas-là, on prendra le soin de prendre vos questions et de chercher à y répondre aussi bien qu'on le peut. Et du coup, ce sera à nouveau accessible sur la page YouTube qui rediffusera ce webinaire-là. Alors, je vous propose de commencer. Du coup, le sujet de ce webinaire 2, il va se centrer un peu plus sur l'enfant et le caregiver, la figure d'attachement. Donc, on a fait un plan en 5 grands points, dont le premier, c'est un rappel pour rafraîchir un petit peu nos mémoires. Donc, vous vous souvenez, si vous avez assisté au premier webinaire, que l'attachement, c'est un besoin primaire de sécurité intérieure. C'est vraiment en lien avec la réassurance. Un enfant a peur, se sent menacé et il recherche la proximité de sa figure d'attachement. L'attachement, ça concerne les enfants, mais ça nous concerne tous, puisque, comme disait John Bowlby, c'est du berceau à la tombe. Donc, c'est un lien qui persiste tout au long de la vie et on peut tous avoir un système d'attachement qui s'active et se désactive régulièrement. Donc, en lien avec une peur ou une angoisse. Et il se nourrit aussi, ce lien d'attachement, de moments agréables pour pouvoir justement s'apaiser. Et il va être, chez les jeunes enfants notamment, perturbé en cas de séparation, d'éloignement de sa figure d'attachement. On vous a mis juste rapidement, mais pour bien avoir en tête que ce sujet-là est très important, et notamment il y a eu un rapport fait par le docteur Martin Blachet en 2017 pour la protection de l'enfance sur cette notion de besoin d'attachement et de méta-besoin, de vraiment besoin principal de sécurité affective qui, voilà, comme on a pu le voir dans l'historique la dernière fois, un enfant peut être nourri, dormir, avoir ses couches changées. Malgré tout, s'il ne peut pas s'attacher à quelques adultes qui prennent soin de lui, il se laisse mourir. C'est ce qu'on a appelé l'hospitalisation. Et encore un rappel sur le cercle de sécurité. Pour bien comprendre l'attachement, on part de sa base de sécurité sous forme, donc c'est les Québécois qui le représentent sous forme de deux mains. Je pars de ma base, je vais explorer le monde extérieur ou intérieur, on le verra tout à l'heure. Il y a quelque chose qui me fait peur, qui me menace. Je retourne à mon refuge pour me rassurer, me sécuriser. Une fois que je suis rassurée, je peux repartir. Donc là, lors du webinaire 1, on avait parlé du système d'attachement, le système d'alarme de peur-angoisse qui est très lié au système d'attachement, le système d'exploration qui est en balance avec l'attachement, la notion de mentalisation et les modèles internes opérants. Aujourd'hui, on va plus s'attarder sur ce qu'on appelle les patterns, les styles d'attachement, la chaîne de sécurité, le système de caregiving et qu'est-ce qui se passe en consultation et le diagnostic différentiel. Donc l'attachement chez l'enfant. Est-ce que vous avez une idée du temps qu'il faut pour créer un lien d'attachement? Je vous invite, si vous avez envie de participer, à noter ça dans Alors, soit vous pouvez, oui, soit vous pouvez faire une proposition à l'oral. ou le noter comme vous voulez, mais du temps que ça prend à créer un lien d'attachement, à peu près. Dans l'espèce humaine. Oui. Est-ce que vous avez une petite idée du temps qu'il faut pour que ce lien-là émerge et s'établisse? On a un petit doigt levé. Julie, c'est ça, Julie Gaulet? Est-ce que tu veux proposer Je voulais le faire dans le chat, mais c'est pas grave. Voilà.
Plusieurs mois, années. Ça, c'est sur le long terme, en tout cas. Intéressant. Sur la durée. Oui, c'est ça. C'est vrai que des fois, on peut entendre j'ai été séparée de mon bébé à la naissance, est-ce que ça va impacter le lien d'attachement? Il risque de pas bien s'attacher à moi. C'est quelque chose vraiment qui prend plusieurs mois. On dit 9 à 12 mois pour se construire et quelques années à se consolider. Donc, on va vous montrer donc qu'est-ce qui se passe chez les jeunes enfants entre 0 et 3 mois. On parle d'orientation de signaux de manière indiscriminée. Moi, en tant que puéricultrice, au début, quand on m'a transmis cette notion, ça m'a un peu interpellée parce que je me suis dit, tiens, c'est étonnant. Donc, effectivement, un enfant peut pleurer et peut-être que ses pleurs diminueront un peu plus rapidement si c'est son parent qui le rassure. Mais malgré tout, si c'est un autre adulte, les pleurs peuvent s'apaiser aussi. C'est pour ça qu'on dit de manière non discriminée ou très peu. Ensuite, entre 3 et 6 mois, là, on parle d'orientation de signaux de manière discriminée, c'est-à-dire qu'il y a quand même l'émergence tout doucement de ce qu'on appelle une figure d'attachement. C'est en général la personne qui prend le plus souvent soin de l'enfant, qui va le rassurer. Ses pleurs vont diminuer plus rapidement et c'est la période aussi où émergent les sourires, les vocalises, les gazouillis et ils vont être plus nombreux et plus longs si c'est la figure d'attachement qui prend soin de son enfant. Et pour ajouter quelque chose, effectivement, c'est la personne qui s'occupe le plus souvent de l'enfant, y compris la nuit, et plus particulièrement la nuit. Voilà, les temps passés ensemble durant les temps nocturnes sont particulièrement importants. C'est une notion à bien avoir, effectivement, quand il y a des difficultés de sommeil. Entre 3 et 6 mois, là, on fait un grand bond, mais l'enfant va commencer à rechercher davantage la proximité de sa figure d'attachement avec des comportements d'attachement qu'on avait pu voir lors du premier webinaire, qui sont notamment les comportements actifs. Il va davantage réagir si sa figure d'attachement s'éloigne ou disparaît. Donc, c'est intéressant sur cette période d'observer les séparations, les retrouvailles. Et puis, le système d'exploration aussi va se développer dans cette période-là. Et comme on a vu la dernière fois qu'ils sont en balance entre l'attachement et le système d'exploration, ça permet de voir un petit peu où l'enfant se situe également. Et la dernière période, enfin la dernière qu'on a décrite, c'est à partir de 3 ou 4 ans, on va parler d'association rectifiée quant au but. C'est la notion d'émergence de la théorie de l'esprit. L'enfant commence à apercevoir ce qui se passe pour l'autre, il va tenir compte un petit peu de point de vue de l'autre, de ses besoins, de ses émotions, et il peut y avoir un peu plus de négociation. En tout cas, il va commencer à percevoir qu'il n'est pas il va se décentrer un petit peu et le compromis va être un peu plus Possible. facile. Et c'est la période notamment où l'enfant n'aura plus forcément besoin d'avoir un accès physique avec sa figure d'attachement, mais juste savoir qu'elle est disponible et accessible à la demande, c'est suffisant pour éteindre le système d'attachement et du coup les rassurer. Donc c'est Voilà, vrai c'est ce qui que est... voilà, Pardon. c'est tout petit, c'est vraiment ce besoin de proximité, de contact qui est important pour pouvoir sécuriser, rassurer, comme le pot à pot, le portage physiologique. Et plus il grandit, plus effectivement, c'est la proximité psychique qui va pouvoir être mise en place pour le petit. Alors, ensuite, quels sont les activateurs du système d'attachement, à votre avis? Qu'est-ce qui va faire que chez l'enfant, son système d'attachement va être activé? Alors là, on vous teste un petit peu Ouais. sur le contenu du webinaire 1. Si vous avez envie de participer, Voilà, après, si ça ne vient pas, on distingue pour vous aider des facteurs internes et des facteurs externes. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et des choses qui peuvent se passer à l'extérieur? Qu'est-ce qui peut menacer, stresser, faire peur à un enfant? Ça vient pas. Je pense que Oui, vous savez plein de choses, mais Oui. que simplement vous êtes très timide.
on avance parce que comme ça, l'idée est de pouvoir faire des questions aussi à la fin si vous le souhaitez. Donc, en facteur interne, on vous a mis une petite liste. Après, voilà, la douleur, par exemple, est un facteur interne de déclenchement du système d'attachement. La fatigue, les émotions ou sensations désagréables, et également les variations hormonales. Euh, Et oui, il y a Karine qui parle de la violence verbale, tout à fait. j'ai pas Et vu. ça vient plutôt dans les facteurs externes. Oui. Mais effectivement, Oui. tout à fait. Et donc, au niveau des facteurs externes, on a toute situation nouvelle ou étrange ou effrayante, l'obscurité, l'isolement, l'absence ou l'éloignement de la figure d'attachement, sa non-disponibilité physique ou psychique ou émotionnelle. Et effectivement, ça rejoint ce que Karine dit, l'absence ou l'éloignement ou la non-disponibilité, hein. Il faut savoir que les violences intrafamiliales, hein, qu'elles soient entre les parents ou sur les enfants, représentent un danger ou menace qui peut tout à fait activer le système d'attachement et les comportements qui y sont associés. Et elles font partie des violences d'ailleurs faites aux enfants. Ouais. La violence conjugale, même si elle n'est pas directement ciblée sur l'enfant, est considérée comme une violence faite aux enfants. Alors, les déclencheurs du système d'alarme. Donc, dans la même idée, en fait, on a distingué un petit peu par année de vie, qu'est-ce qui pouvait activer un peu plus le système d'attachement des enfants. La première année, ça peut être voilà, une douleur, comme un vaccin par exemple, une situation non familière à partir de 4 mois, des personnes étrangères ou des inconnus à partir de 7 mois. Un bruit fort, par exemple, une porte qui claque, un objet lourd qui tombe, c'est des choses qui peuvent déclencher, faire peur à un enfant. La deuxième année, ça va évoluer un petit peu. Ça peut être la peur des animaux et notamment aussi les nouveautés sensorielles comme aller marcher dans le sable. Des fois, on voit des enfants qui n'osent pas mettre le pied sur le sable ou sur l'herbe, par exemple, ou dans l'eau parce que voilà, c'est nouveau et que ça leur fait peur. Ça peut nous paraître un peu étonnant et peut-être qu'on l'a fait pourtant quand on était petit. Et la troisième année, on commence à être sur la peur imaginaire et du coup la peur du grand méchant loup, des sorcières, Baba Yaga dans les pays slaves, de la police. En tout cas, c'est très en lien avec. Et d'ailleurs, vous pouvez voir, hein, chez les tout petits qui rentrent en maternelle, en petite section, ils ont tous peur du loup alors qu'ils n'ont jamais vu de loup. Bon, souvent c'est très lié aux histoires qu'on peut être amené à raconter dans des croyances culturelles et la transmission des indices culturels. Et du coup, bien avoir notion que dans tous ces âges-là, en tout cas, la place et le comportement du caregiver, le fait qu'il soit absent, en retrait ou rejetant ou indisponible, est un facteur, est un déclencheur du système d'attachement. Et c'est bien là, en fait, qu'apporte toute la nouveauté de la théorie de l'attachement, qui vient vraiment mettre une importance sur le comportement, l'attitude et la disponibilité de la figure d'attachement, autrement dit le caregiver, chose qu'on n'a pas toujours conscientisée. De la même façon, c'est l'idée de se mettre à la place du jeune enfant. Un enfant qui croise un chien de taille moyenne, pour lui, c'est comme une grosse vache ou un gros monstre. Enfin, c'est énorme par rapport, enfin, si on le rapporte à notre vision à nous. Donc, c'est toujours important de se mettre à hauteur d'enfant et d'essayer de percevoir qu'est-ce qui peut être menaçant ou stressant pour lui. Des fois, on a du mal à trouver, mais c'est au moins essayer de chercher et de valider le fait qu'il ait pu avoir peur. Moi, j'ai un chien moyen. Il m'arrive régulièrement de voir des gens changer de trottoir. Donc, il y a sans doute des adultes qui ont eu peur étant petits de chiens et qui vont garder cette peur-là. Donc, la peur, elle est variable d'un enfant à l'autre, d'une personne à l'autre, de son développement, mais aussi des expériences qu'il a pu éprouver, notamment dans la petite enfance. Oui. Et puis, l'enfant va être particulièrement attentif aux réactions de l'adulte. Qui vont peut-être parfois soit être encourageants à dépasser une crainte et une peur, soit venir cristalliser la crainte et la peur. Donc, se mettre à hauteur d'enfant, ça peut être un exercice intéressant pour chercher à repérer ce qui peut déclencher les comportements de protection de l'enfant et du coup de l'activation de son système d'attachement.
Là, c'est une petite image c'est les Québécois aussi qui ont travaillé là-dessus. C'est un petit vrai qui donne plusieurs comportements d'attachement différents selon les âges des enfants. Vous voyez, on peut avoir des comportements actifs comme la poursuite motrice ou l'agrippement, la succion pour souvent les enfants un peu plus grands ou les adolescents peuvent faire ça, les pleurs. Donc on a différentes attitudes et ces comportements-là sont intéressants à repérer. Ils peuvent paraître anodins et en fait, c'est des comportements euh, d'activation du système d'attachement. Et ce qui peut être aussi intéressant à noter, c'est que en fait, chez l'adulte, on a aussi des comportements qui viennent indiquer qu'il y a de la peur et du danger qui sont ressentis. À la différence des enfants, c'est qu'à partir de l'adolescence, il y a des codes sociaux qui s'installent et donc davantage de comportements qui viennent masquer et qui rendent lisible cette lecture comportementale un peu plus difficilement. D'où l'intérêt de l'observation Ouais. pour repérer ça. Donc après, on va parler des différents styles d'attachement qu'on appelle aussi les patterns d'attachement. Vous avez sans doute déjà entendu parler du coup de l'attachement sécure ou de l'attachement du coup insécure qu'on va qualifier d'évitant, ambivalent, résistant ou anxieux. On peut trouver les deux dans la littérature. Et le dernier qui est l'attachement désorganisé. Et il faut bien différencier l'attachement anxieux du trouble anxieux qui ne sont pas tout à fait la même chose. Ils ne sont pas la même chose, d'ailleurs. On commence par l'attachement sécure. Dans dans les statistiques qu'on retrouve, c'est à peu près 60, ça concerne 60% de la population générale et 48% de la population en situation de vulnérabilité sociale. On dit que c'est un facteur de protection en santé physique et psychique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une menace, un danger, quelque chose qui me fait peur. Par exemple, il y a une porte qui vient de claquer, le bébé était en train de dormir, ça le réveille, il se met à pleurer, il a peur, il va chercher la proximité de sa figure d'attachement. Donc, si la figure d'attachement, elle a une réponse qui est ajustée, rapide et chaleureuse, euh, ça va permettre d'éteindre le système d'attachement, de rassurer l'enfant qui va s'arrêter de pleurer assez rapidement. Il n'y a pas besoin, c'est vraiment une notion importante à transmettre, notamment aux parents qui se mettent beaucoup de pression et voilà, avec la notion de perfectionniste, il ne faudrait jamais rater quelque chose parce que sinon ça va avoir des conséquences délétères sur l'enfant. Il faut essayer de faire ça au moins 50% du temps. C'est pas 80, 90 ou 100%, c'est 50%. Ça allège un peu sur le fait voilà, on a le droit de se tromper, on a le droit de ne pas être performant tout le temps mais c'est d'essayer de faire de son mieux et au moins de répondre 50% du temps de façon ajustée à son enfant, c'est déjà, voilà, c'est déjà bien. Et donc, l'enfant est rassuré et après, donc son système d'attachement est désactivé, il s'éteint. L'enfant comprend si j'ai besoin d'aide, on me répond. Je suis digne d'amour et mon environnement est rassurant. Et donc c'est la répétition plusieurs dizaines de milliers de fois de ce genre de comportement qui va permettre à l'enfant d'intégrer et de construire des fameux modèles internes opérants dont on parlait dans le webinaire 1 et qui vont lui donner des croyances sur lui, sur les autres et sur son environnement. Les représentations vont se construire, mais comme on disait tout à l'heure, au fil des semaines et des mois et de la multiplicité des expériences. Ensuite, on a l'attachement insécure, qu'on appelle évitant, donc qui concerne, lui, 15% de la population générale et 17% de la population en situation de vulnérabilité. C'est un facteur de vulnérabilité, à contrario de l'attachement sécure, qui est un facteur de protection. Donc, ce n'est pas une pathologie que d'avoir un attachement évitant. C'est juste, voilà, un facteur de vulnérabilité. On peut très bien, comme on disait dans le webinaire vivre très bien en étant insécure. Donc, en cas de menace et de danger, il y a quelque chose qui me stresse, qui me fait peur. Je pleure, je crie, je me rapproche de ma figure d'attachement. Et là, qu'est-ce qu'elle fait, ma figure d'attachement? Au lieu d'avoir une réponse ajustée, rapide et chaleureuse,
elle a une réponse qui est ou absente ou qui est rejetante ou distante. Donc, à force d'expérience et de répétition de ces événements-là, qu'est-ce que je comprends de mon environnement? C'est que si j'ai besoin d'aide, personne ne me répond, je peux compter que sur moi-même. Donc, je vais plutôt éteindre mes signaux, mes comportements d'attachement et mes émotions pour éviter d'avoir ces expériences difficiles. Et donc, on parle plutôt d'hypoactivation des comportements d'attachement, qui, malgré tout, génère un stress très, très important. Euh, c'est des enfants qui font pas de bruit, en fait. C'est des enfants qu'on va facilement oublier. Et donc, de penser à eux, parce que c'est pas parce qu'ils font pas de bruit qu'il n'y a pas des soucis. Hier, on échangeait sur le stress et le taux de cortisol. Alors, oui, c'est des enfants qui peuvent présenter un comportement pseudo-sécure, de pseudo-autonomie, qui sont souvent très valorisés dans les institutions, des enfants qui font peu de bruit, qui semblent se séparer assez facilement. Et en fait, on a quelques études qui sont venues mesurer les seuils de stress physiologique. Et en fait, on a relevé que ces enfants-là avaient des niveaux de cortisol salivaire et le rythme cardiaque qui dépassent les seuils de stress normaux. Donc, on appelle surtout à vigilance de ces enfants-là, qu'on croit souvent très autonomes et indépendants. Alors oui, ils ont une partie d'eux qui ont appris à intégrer l'idée qu'ils pouvaient compter que sur eux, mais que pour autant, ils ont quand même un seuil de stress qui est bien réel et bien dépassé. De ne pas les oublier parce que c'est ceux qui font pas de bruit. Ensuite, on a le style d'attachement ambivalent résistant, ou qu'on appelle aussi anxieux, qui concerne 8 à 10% de la population selon la situation. Et donc, c'est également un facteur de vulnérabilité comme l'attachement évitant. Donc, de la même façon, il y a une menace, un danger, un stress. J'ai des comportements d'attachement, je pleure, je crie, je me rapproche. Et là, la figure d'attachement, elle va avoir des comportements très variables, aléatoires et un peu imprévisibles. La réponse peut être à la fois chaleureuse et à la fois hostile. Donc, je ne sais plus ce qui va se passer. L'enfant, il comprend, je dois crier plus fort pour être entendu, je dois solliciter davantage. Et pour pas rater un moment de sécurité, je reste en proximité de ma figure d'attachement. Et ensuite, une fois que j'ai ce moment de proximité, de rapprochement, je résiste. Mon parent m'offre ses bras, par exemple, je ressors très vite des bras. Je, je, je repars faire autre chose. Donc, mon environnement est complètement imprévisible et c'est des enfants qui vont, eux, à contrario des enfants avec un attachement évitant, qui vont être en hyperactivation de leur comportement d'attachement. Donc, c'est des enfants qui font du bruit, c'est des enfants qui pleurent beaucoup, qui s'accrochent beaucoup, qui suivent les parents tout le temps, qui peuvent avoir beaucoup de réveils la nuit. En tout cas, c'est des enfants qu'on va plus facilement voir en consultation. Pas si ça vous évoque des situations. Après, chez les patients adultes, on va avoir peut-être des patients qui vont maximiser leur ressenti, peut-être dramatiser certaines situations. Peut-être des patients qui peuvent nous donner l'impression de trop, euh, toujours trop, et parfois qui peuvent nous challenger un petit peu sur la manière de pouvoir apporter notre aide. Et qui peuvent consulter beaucoup de monde aussi et solliciter beaucoup. Oui. Solliciter beaucoup. Et pour terminer, donc l'attachement désorganisé qui concerne 15% de la population générale et 25% de la population en situation de vulnérabilité sociale. Donc et je précise aussi que ça peut monter jusqu'à 48 à 50% dans les populations d'enfants qui ont subi de la maltraitance. Voilà. Et alors là, je suis désolée, on corrigera, mais c'est un facteur de risque et pas de vulnérabilité d'évoluer vers de la psychopathologie. Donc, de la même façon, il y a une menace, un danger, je pleure, je manifeste des comportements d'attachement. Et qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'être protégée par ma figure d'attachement, celle-ci, elle est agressive, elle m'attaque.
elle est effrayante, ou alors elle peut être aussi effrayée, Elle peut s'effondrer. s'effondrer et être aussi effrayée, ou voire plus effrayée que moi. Donc, ça ne m'aide pas du tout. Donc, ce que l'enfant il comprend, c'est que la relation, elle est dangereuse et celui qui devrait me protéger me fait peur. Ce qu'on appelle la peur sans solution. Donc, l'environnement est complètement inquiétant et extrêmement stressant. Donc, c'est des enfants dans les comportements, c'est le dernier style qui a été étiqueté. Ils ont mis une vingtaine d'années pour le trouver parce que c'était des enfants qu'ils n'arrivaient pas à catégoriser et dont les comportements sont très contradictoires et variables. En tout cas, il peut y avoir beaucoup de violence envers eux et envers les autres. Une régulation des émotions voilà, qui est compliquée, des stéréotypies. Euh, donc, Mm. oui. Donc, on avait envie de vous parler de ça. Alors, moi, je suis en train de faire un DU sur les compétences psychosociales. Donc, c'est un sujet qui se développe de plus en plus et qui est très intéressant. Donc, on a fait un petit aparté là-dessus. On va essayer de passer assez rapidement pour avoir le temps de répondre à vos questions. En tout cas, avoir bien en tête qu'un attachement sécure, ça va euh, permettre de favoriser la mise en place de compétences psychosociales et langagières, qu'elles sont très reliées et il y a plein de choses qui en découlent voilà, c'est pas juste me sentir en sécurité psychique, mais vous allez voir que ça agit sur plein de domaines. Notamment le premier, qui est quand même un sujet dont on parle beaucoup chez les jeunes enfants, qui est la régulation émotionnelle. Même si ça prend énormément de temps, hein, parce que la maturation cérébrale, c'est 25 ans. Mais en tout cas, plus on me répond rapidement, on répond rapidement quand je me sens stressée, ben, moins j'ai besoin de manifester de signaux d'attachement, de comportement d'attachement. Moins mes pleurs vont durer et ça permet à l'enfant voilà, de réguler plus rapidement et plus facilement ses émotions si elles sont accueillies et reconnues. Ensuite, sur le développement social, c'est des enfants. Si j'ai un attachement sécure, bah, ça va favoriser le développement de l'empathie, la coopération et les relations avec les autres. Euh, vous a mis une image d'une plante qui se développe. Bien voir l'empathie. On est tous doués d'empathie au départ, mais on a une graine. Et cette graine, eh ben, elle a besoin d'un bon terreau, elle a besoin de soins. C'est Boris Cyrulnik qui parle de tuteur de résilience, mais voilà, la figure d'attachement peut être vue comme un tuteur. Et puis, ben, cette plante, elle a besoin d'être arrosée, d'avoir du soleil, elle a besoin d'avoir un environnement qui lui permette de grandir. Si j'ai pas d'environnement qui favorise le développement de l'empathie, je ne deviendrai pas empathique. Donc, il y a vraiment, on voit des, des attitudes, hein, des choses empathiques chez les jeunes enfants, mais encore faut-il qu'ils aient un environnement qui soit favorable à cela. Ensuite, sur le développement cognitif et l'exploration, bah, comme on a vu, voilà, l'attachement et l'exploration, c'est en balance. Donc, si je suis sécure, bah, quand je suis activée, je suis vite rassurée. Et donc, bah, je peux plus facilement explorer. Et du coup, bah, je suis plus persévérant aussi. La résolution de problèmes est plus facile. Du coup, bah, c'est plus facile pour moi d'avoir un développement cognitif dans ce cadre-là. Le langage aussi, c'est très voilà, en lien avec tout ça. Mais si j'ai des échanges agréables, positifs avec mes figures d'attachement, s'ils prennent le temps d'être disponibles pour moi, d'avoir des temps de jeu, de lecture, ça va me permettre de développer mon langage et du coup, bah, ce sera favorable pour mon langage. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un programme qui s'appelle l'IEDI qui est en expérimentation là sur Nantes, sur 4 écoles maternelles et qui met en lien ces sujets-là. C'est très intéressant. Je vous invite à aller regarder ce site. Ensuite, le développement de l'autonomie. Donc là, c'est pareil. Si je suis sécure, ça me permet de développer ma confiance en moi et donc je me sens compétent pour faire plusieurs tâches. Et si j'ai besoin, je demande de l'aide voilà, pour pouvoir avancer. Et dans ce contexte-là, c'est important de faire la différence entre l'indépendance et l'autonomie. L'indépendance, c'est la capacité à pouvoir faire des actes de la vie quotidienne
Pour les enfants, ça va être peut-être s'habiller ou peut-être pouvoir manger seul. Pour des adultes, ça va être peut-être aller faire ses courses, pouvoir prendre la voiture, pouvoir se déplacer sans avoir besoin d'assistance dans les tâches de la vie quotidienne. Et l'autonomie, ça va être la capacité de pouvoir décider pour soi. Donc, pour l'enfant, c'est voilà, décider de la meilleure manière de réussir à faire ses devoirs, par exemple, et de savoir pouvoir demander de l'aide pour pouvoir réussir quelque chose dont on a besoin. Et cette différence-là se retrouve aussi en EHPAD, chez les personnes très âgées qui peuvent parfois être indépendantes, mais ne plus forcément pouvoir être autonomes, ne plus pouvoir s'orienter dans le temps, dans l'espace, euh, pouvoir aller voter, pouvoir penser par soi-même. Donc c'est des choses qui sont assez intéressantes à repérer à tout âge de la vie. Et pour finir, le développement de l'identité, bah, c'est pareil, si je me sens en sécurité, bah, c'est plus facile, mon estime de moi va se développer plus facilement et de construire mon identité avec quelles sont mes forces, quelles sont mes qualités, de reconnaître ses besoins et du coup, ça favorise ce développement. Donc, on est passé un peu rapidement, mais comme vous aurez accès à ce webinaire, vous pourrez le reprendre si vous le souhaitez. Mais c'est vrai que comme le temps est court, on ne s'attarde pas trop dessus. L'autre impact qu'a un attachement sécure, que l'attachement a, c'est sur les émotions. Donc les grandes émotions que les enfants ou les adultes peuvent traverser, c'est la peur, se sentir en sécurité. Donc, vraiment, la peur, c'est au centre de l'attachement, c'est une régulation qui est prioritaire. Si j'ai tout le temps peur, si je suis tout le temps stressée, ben, je suis moins disponible pour les autres, moins disponible pour les apprentissages. Par exemple, à l'école, si je me sens menacée par mon professeur ou voilà, quelqu'un qui me fait peur, ben, c'est difficile pour moi d'être disponible pour les apprentissages. L'angoisse est aussi fait partie enfin, peut être une émotion ressentie quand on est activé dans son système d'attachement, la colère, la tristesse. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut être tous traversés par toutes ces émotions et qu'elles sont tout à fait utiles et acceptables. Par contre, ce qu'il faut essayer de pouvoir faire, c'est d'accompagner les enfants à réguler, à reconnaître leurs émotions, à les identifier et à les réguler. Euh, Même en tant qu'adulte, c'est parfois difficile pour nous de le faire. Donc, voilà, d'être indulgent envers les enfants par rapport à ça, ça ne veut pas dire laisser tout faire. Toute émotion est acceptable, pas tous les comportements, mais eux ont un cerveau qui est immature. Les jeunes enfants, ils ont encore du chemin à 2-3 ans pour la maturité. Par contre, un adulte est censé avoir un cerveau mature et être en capacité de réguler ses émotions. Et le dernier point sur ce chapitre sur l'attachement pour les enfants, c'est qu'ils ont besoin d'un environnement sécurisant. Et ça, c'est vraiment aussi important, je pense, à transmettre aux parents. C'est qu'ils ont besoin de cohérence. Je dis ce que je fais. C'est Françoise Dolto qui disait que les parents doivent être exemplaires. Alors, autant que possible, c'est pas toujours facile. Mais voilà, si je dis on traverse quand le bonhomme est vert en donnant la main et que parfois je suis pressée d'aller à l'école et on traverse n'importe comment, je suis pas cohérent. La prévisibilité, c'est un cadre sécurisant. On en parle aussi beaucoup. Donc, c'est la répétition des règles. À chaque fois que mon enfant met les doigts dans la prise, je lui dis non, c'est pas possible. Si un coup je le laisse faire et un coup je lui dis non, et ben, il va continuer de le faire puisque il ne sait pas quelle est la règle. Et l'enfant a besoin en plus de répétition, donc c'est vrai que c'est pas toujours facile pour les parents. En tout cas, ce qui est important, c'est de transmettre la notion d'autorité responsable et non d'autoritarisme. C'est comment je fais autorité, puisque ce cadre, il est nécessaire, il est sécurisant, il est rassurant pour les enfants, il est structurant, mais c'est comment poser ce cadre sans violence physique ni psychique, et c'est là la grande difficulté. Et effectivement, ce qui peut être intéressant, en différenciant ces deux termes, c'est que l'autorité, elle fait référence à pouvoir obtenir de l'obéissance par le respect qui se crée dans la réciprocité. Et l'autoritarisme qui est le fait de pouvoir obtenir l'obéissance, mais par la peur. Et effectivement, ce qu'on a vu avec la théorie de l'attachement, c'est que
C'est souvent la peur sans solution, qui peut être très désorganisante pour l'attachement de l'enfant. Et le dernier pilier qui est la stabilité, donc c'est tout ce qui va être les rituels, les routines, les repères. Il y a des enfants, bah, c'est des nounous le matin, le soir, et puis qui changent régulièrement. Voilà, il y a des fois des personnes au périscolaire qui tournent aussi. Enfin, il y a des enfants qui peuvent être exposés à 6 ou 7 adultes différents dans une journée. Pour un petit de 3 4 ans, bah, c'est énorme et ça peut rendre l'environnement imprévisible. Des fois, de savoir qui m'amène à l'école ou à la crèche, qui vient me chercher, qui sera là le soir, qui sera là pour me coucher. Ça peut être des repères visuels, les frises chronologiques ou les semainiers, par exemple, selon l'âge de l'enfant. Mais le visuel aide beaucoup les enfants à savoir ce qui va se passer et les rassurer. Dans la tête des adultes, c'est très clair. Pour les enfants, ça ne l'est souvent pas et ça peut être une source d'insécurité. On va aborder maintenant le caregiving. Un petit tambour. Donc, qu'est-ce que c'est le caregiving? C'est le fait de prendre soin. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une réponse de qualité d'un caregiver? Donc, il y a un enfant qui pleure, qui se sent menacé. Si possible, il faut que la réponse soit le plus rapide possible. Si je réponds 1 heure après au stress, à la menace de mon enfant, bah, voilà, il y a un décalage et c'est pas forcément adapté. Qu'elle soit cohérente, donc régulièrement, si tu pleures, je te réponds, prévisible et chaleureuse. C'est les Québécois qui ont rajouté cette notion-là. Et dans chaleureuse, il y a quelque chose, comme on parlait tout à l'heure, de la proximité, mais qui va permettre, d'un point de vue hormonal, on parlait tout à l'heure du cortisol, et ben, de favoriser la sécrétion d'ocytocine, qui est l'hormone du bien-être, de la détente, on dit de l'attachement aussi, et qui contrecarre le cortisol. Ça permet de m'apaiser et de me sentir mieux rapidement. Donc, parce qu'il y a des études qui montrent que plus on répond rapidement aux pleurs d'un bébé de moins de 3 mois, et moins ce bébé va pleurer fort à l'âge d'1 an, Fort et longtemps. fort et longtemps. Et bien avoir en tête que l'attachement, c'est de l'enfant vers l'adulte. Et par contre, l'adulte vers l'enfant, c'est le caregiving, c'est le fait de prendre soin. Il n'y a pas de réciprocité. À l'âge adulte, par exemple, si on est en couple, on est souvent caregiver de son conjoint. Donc, il y a une réciprocité de la relation. C'est pas possible chez les enfants. L'enfant ne peut pas être le caregiver, le donneur de soins, la figure d'attachement de son parent, ni l'adolescent. Euh, Alors, théoriquement, non, il ne devrait pas avoir à le faire. Maintenant, il y a des adultes qui sont attachés à leur enfant, et là, on va plutôt positionner l'enfant dans des comportements, dans des injonctions de parentalisation, où en fait, c'est l'enfant qui va venir prendre soin de l'adulte, ce qui est faisable, hein, mais qui peut avoir des coûts au niveau du développement de l'enfant. Les enfants sont habiles et sont capables de beaucoup de choses et beaucoup d'hyperadaptation, mais effectivement, ça peut avoir des résonances et des conséquences sur leur développement et leur maturation à eux. c'est des choses qu'on peut voir dans la protection de l'enfance, hein. Ouais. On parle de parentification des enfants. Ouais. Donc, comme pour le système d'exploration, le système de caregiving est en balance avec le système d'attachement. Donc, c'est aussi une notion importante à avoir et à pouvoir transmettre ensuite. C'est que ben, si moi-même, mon système d'attachement est activé, je me sens menacée parce que j'ai des soucis financiers, des soucis de travail, des soucis de couple, et ben, bah, forcément, je vais être moins disponible pour mon enfant physiquement et psychiquement parce que il y a plein de choses qui me perturbent. Donc, il y a également des facteurs de risque comme le stress chronique, les maladies sévères, la précarité, l'isolement et l'état d'esprit insécure de l'adulte. Donc, sous stress, on régresse. Donc, parfois, on voit des enfants, moi, je peux voir des enfants en consultation et les parents peuvent livrer que c'est difficile pour eux en ce moment. Et du coup, la priorité, c'est pas de prendre soin de l'enfant, mais prendre soin de l'adulte qui, en prenant soin de lui, va pouvoir ensuite être plus disponible pour son enfant. Juste un petit rappel sur la mentalisation et la fonction réflexive, pardon, qu'on avait abordé lors du webinaire 1. C'est des petits exemples, mais je vous en lis juste un pour aller rapidement. Mais
si mon système d'attachement en tant qu'adulte est désactivé et que je me sens disponible, eh ben là, j'ai accès à ma fonction réflexive. Et par exemple, ben, si un enfant a peur et angoissé, on peut lui répondre, ben, même si je vois qu'il y a un danger et que tu as peur, et que moi, je n'identifie pas le danger, pardon, je vois que tu as peur, je reste avec toi. Et si on est activé, qu'on a une journée compliquée, qu'on n'est pas disponible, ça peut arriver de répondre: ah, c'est rien, arrête d'avoir peur, tu m'énerves, voyez, des choses comme ça. Donc c'est pas de se dire: oh là là, mince, ça m'est arrivé de dire ça à mon enfant, mais c'est de se dire: oh là, si j'ai répondu ça, c'est que peut-être, voilà, c'est compliqué pour moi en ce moment et j'ai du mal à être disponible et à répondre de façon ajustée. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour moi? Les qualités du caregiver, donc, donc c'est d'être disponible physiquement. Donc, il y a des parents qui sont là, il y a des parents qui peuvent dire: je suis là H24 avec mon enfant, mais c'est bien d'être là physiquement, mais le plus important, c'est d'être disponible psychiquement. Des fois, on est pris par nos soucis de la veille ou du qui vont arriver. Et les enfants sont que dans l'instant présent. Donc, quand on est avec eux, c'est bien de poser tous les outils numériques qu'on peut avoir et d'être vraiment dans un temps de qualité, quelle que soit l'activité qu'on fasse, de qualité et de proximité avec son enfant, dans les temps d'interaction, si possible. Voilà, quelques minutes par jour, déjà, c'est pas mal. D'être présent régulièrement. Ouais. D'être présent régulièrement. Si je vois mon enfant très rarement, c'est vrai que c'est difficile pour moi de créer un lien d'attachement. Parfois, il y a des enfants qui sont beaucoup avec un parent et très peu avec l'autre et qui disent du coup, ben, il ne veut pas aller avec mon conjoint, par exemple. Ben, c'est comment, voilà, se passer un peu plus de temps ensemble, c'est précieux. D'être cohérent et prévisible, on l'a déjà abordé, d'être sensible. Si je ne perçois pas les pleurs de mon enfant, ben, du coup, je ne peux pas y répondre. Donc, qu'est-ce qui se passe pour mon enfant de voir qu'il y a un souci et de pouvoir y répondre et d'être du coup empathique. Là, on vous a mis un petit film, je ne sais pas si certains connaissent, c'est sur le still face. Je ne sais pas du coup si on le passe ou pas. Ou juste peut-être, c'est une petite vidéo, peut-être vous l'avez déjà vue, mais c'est une maman qui va faire une interaction, qui est en interaction avec son bébé, et puis après qui a un visage passif. Je vous laisse juste regarder rapidement. Ah, mince. Babies, this aren't we doing this? Even in On a une maman qui... Ah, voilà, pardon, excusez-nous, on a des petits problèmes techniques. Qui est impassible de regarder tout ce que peut faire le bébé pour essayer de retrouver c'est une vidéo qui est accessible, vous pouvez la retrouver, ça s'appelle le Still Face. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir toutes les étapes par lesquelles le bébé passe pour essayer au départ, elle sourit, elle essaye de retrouver le sourire de sa maman et à la fin, elle se met à pleurer. Ça doit être difficile pour cette maman d'avoir fait cette expérience-là parce que c'est vrai qu'on sent l'enfant en grande difficulté. On arrive au chapitre 4, donc la chaîne de sécurité en consultation. Qu'est-ce qui se passe? À savoir que la consultation, c'est un moment d'activation du système d'attachement, puisque c'est une situation inconnue, étrangère pour l'enfant. Donc c'est intéressant d'observer qu'est-ce qui se passe pour cet enfant, comment est-ce qu'il arrive, comment souvent il a besoin de rester en proximité de son parent, et d'observer le comportement du parent à ce moment-là ou du donneur de soins. En tout cas, de bien observer les stratégies mises en place en lien avec le système d'attachement et le système de caregiving. Donc, par exemple, un enfant qui a un attachement sécure, il va en général avoir besoin de rester un peu sur les genoux de son parent au départ. Il observe la personne qu'il ne connaît pas. Et puis rapidement, si son parent reste en proximité, il se laisse examiner facilement. Un enfant qui est évitant, il va aller facilement vers le soignant, voire ne même pas solliciter son parent et rester à distance de lui sans que ça pose souci.
Un enfant ambivalent résistant, il va manifester beaucoup de colère, voire d'irritabilité, des comportements d'agrippement envers sa figure d'attachement et parfois l'examen n'est même pas possible. Et pour l'enfant qui a un attachement désorganisé, bah, ça peut varier, mais ça peut prendre un peu les mêmes formes que l'attachement évitant ou ambivalent. Même C'est sécure, hein, ou même sécure selon les situations. Donc ça, c'est un peu plus difficile à percevoir. Qu'est-ce qui se passe en cas de séparation? Un enfant qui a un attachement sécure, il va être perturbé, il va pleurer, ça va être compliqué pour lui. Un enfant évitant, il a très peu ou pas de réaction. On ne voit pas que ça le perturbe, même si intérieurement, on sait que c'est le cas puisqu'il a un taux de cortisol élevé. Pour un enfant insécure ambivalent, lui, il va avoir des perturbations extrêmes, beaucoup pleurer, voilà. Moi, j'attire votre attention sur une situation à laquelle on peut être exposé, notamment en crèche ou en petite section après les premiers jours. Souvent, on est venu valoriser les enfants plutôt évitants qui semblent se séparer de leurs parents sans difficulté particulière. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas stressés. De la même manière qu'on a souvent une image peut-être un petit peu plus hostile des enfants qui font du bruit et qui refusent la séparation. Parmi ces enfants-là, il y a quand même des enfants qui sont sécures et qui ont intégré en eux qu'ils avaient suffisamment de valeur, hein, et qui pouvaient exprimer euh, une opposition pour pouvoir se protéger. Euh, voilà, des enfants qui peuvent se sentir suffisamment dignes d'amour pour aller au combat et pour pouvoir être protégés. Donc c'est voilà, important de parfois avoir une lecture peut-être un petit peu différente et variée des premières séparations dans la petite enfance. Et ce qui est intéressant d'observer aussi, c'est la réaction lors des retrouvailles. Alors, ce qu'on peut voir aussi facilement en crèche ou en école maternelle. Donc, chez les enfants sécures, ils sont très contents de retrouver leurs parents et ils s'apaisent rapidement à leur retour. Un enfant évitant, il n'a pas de réaction ou très peu de voir son parent. Il n'interrompt pas ce qu'il est en train de faire. Et un enfant ambivalent résistant, il ne retourne pas à l'exploration. Il va ou s'agripper ou repartir faire autre chose, mais il manifeste, voilà. Enfin, il va se manifester, mais pas de réponse claire. Et puis, un enfant désorganisé, il peut être très en colère et encore une fois agressif envers lui ou envers les autres. Et envers le parent. Taper le parent, par exemple. Et sur l'exploration, un enfant sécure, comme on l'a vu tout à l'heure, il a une qualité d'exploration qui est en lien avec son développement et son âge. Un enfant évitant, il a une exploration, mais en fait, quand on observe bien, sans vraie qualité. Il va plutôt être intéressé par les objets, voire accumuler les objets, en garder beaucoup dans la main. Les enfants qui peuvent avoir voilà, une petite valise avec des choses dedans, accumuler les objets, plutôt que de jouer vraiment avec. Un enfant ambivalent, bah, il a du mal à accéder à l'exploration puisqu'il est toujours en recherche de sa figure d'attachement. Donc, c'est plus compliqué pour lui. En tout cas, en consultation, c'est vraiment important de privilégier la présence du donneur de soins. Moi, quand j'ai commencé ma carrière à l'hôpital, les parents n'étaient pas présents lors des soins et heureusement, ça a changé. Et puis de sécuriser le caregiver. Si le parent arrive, il est très stressé, très angoissé, bah, la priorité, c'est peut-être de lui le rassurer pour pouvoir après avoir un échange constructif et apaiser, qui puisse ensuite apaiser son enfant. Et donc l'idée, c'est à retenir, c'est de prendre soin caregiving for the caregiver. C'est une chaîne de sécurité, comme on peut voir aussi les matrioshkas. Le parent prend soin de son enfant, mais les professionnels, les proches prennent soin du parent. Et normalement, la société prend soin ensuite. Voilà. C'est un système de chaîne et d'entraide. Et en fait, dans l'attachement, ce qu'on remarque, c'est que c'est souvent le parent qui a le potentiel d'être expert de son enfant. Parfois, il ne l'est pas, et parfois, quand il est soumis au stress pour plein de raisons différentes, il peut ne pas avoir accès à suffisamment de sensibilité. Et en fait, c'est en désactivant le système d'attachement du parent, en le rassurant, en le soutenant, en l'encourageant dans ses compétences parentales, tout en lui donnant de l'information qui lui permettent d'adapter
de manière la plus juste et adaptée, qu'on peut avoir une action tout aussi efficace sur l'enfant. Donc, quand on a une approche attachement informé, souvent, notre intérêt peut être l'enfant, mais l'intervention va peut-être se concentrer avant tout sur le parent pour qu'il puisse récupérer ses compétences parentales sensibles, disponibles et prévisibles. Et se sentir valorisé, y compris dans ses compétences. Donc voilà, d'où l'importance du réseau professionnel, mais aussi du réseau amical, familial et de tout ce qu'on peut mettre en place pour obtenir un village suffisamment bon. Et le dernier point, du coup, c'est le dernier diagnostic différentiel. Je laisse à Ariane. J'ai l'agréable mission de conclure en 6 minutes sur des sujets qui, je pense, peuvent tous nous intéresser. Donc, je vais faire du mieux que je peux. Si je déborde, je vous prie de m'excuser. J'essaierai d'être la plus courte et la plus précise. J'espère que vous pourrez avoir accès à ça si vous devez nous quitter. Donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir considérer l'attachement sur un continuum de patterns, allant de l'attachement qui nous confère des stratégies de régulation émotionnelle, des stratégies de relationnel, des stratégies d'adaptation les plus favorables à notre développement et à notre bonne santé physique et psychique. Donc ça, on le retrouve beaucoup dans l'attachement sécure, qui est un facteur de protection, jusqu'aux troubles de l'attachement. Donc moi, je vous interpelle vraiment sur les mots qu'on utilise. Et effectivement, on est souvent en train de parler de troubles de l'attachement. Mais la plupart des personnes que vous allez rencontrer en consultation, ce sont des gens qui ont souvent soit une insécurité de l'attachement de type ambivalente ou évitante, ou de l'attachement désorganisé. Donc, c'est les attachements dont vous entendrez le plus parler, parce que les troubles sont plus rares, plus sévères, et concernent davantage une population qui est souvent connue et reconnue par les services de protection de l'enfance. Donc, ce sont les troubles. Donc, je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais juste pour que vous sachiez à quoi vous pouvez faire peut-être affaire. Il y a le trouble de l'attachement, donc le trouble réactif de l'attachement, qui est appelé RAD en anglais, qui apparaît dans le DSM-5 et la CIM-11, qui sont les manuels diagnostiques psychiatriques de référence. Et donc, on a d'un côté le trouble réactionnel de l'attachement, qui concerne des enfants qui ont une faible recherche de réconfort et qui ont des difficultés à rentrer en relation avec les adultes. Donc, c'est des enfants qui se tournent peu, voire pas du tout, vers une figure d'attachement distincte. Et aucun adulte n'est vraiment identifié comme la figure d'attachement. On a aussi le trouble de la désinhibition du contact social, où on peut avoir des enfants qui vont présenter une familiarité excessive face à des adultes non familiers et des étrangers. Donc voilà, pour rappel, c'est quand même des situations souvent qui sont liées à de la maltraitance, de la carence ou de la négligence très sévère. Donc c'est pas le plus courant. Donc voilà, c'était important qu'on puisse vous le préciser pour que vous sachiez Et c'est des diagnostics qui ne peuvent pas être posés avant 9-12 mois. Hein. On ne peut pas parler de troubles de l'attachement pour un bébé de 3-4 mois, par exemple. Tout à fait. Et donc, dernière partie qui peut tous nous intéresser. Aujourd'hui, on peut avoir des difficultés face à des profils qui sont un peu atypiques. Donc, la question du diagnostic différentiel va vraiment souvent se poser entre toutes les difficultés autour d'une insécurité ou d'un trouble de l'attachement, les troubles du spectre autistique ou des troubles du neurodéveloppement du type TDA avec ou sans hyperactivité. La difficulté, c'est qu'il y a des points communs entre tous ces tableaux, comme notamment la difficulté de régulation émotionnelle, le retrait autistique, en tout cas les retraits relationnels, la réponse atypique au réconfort, l'agitation, l'impulsivité parfois présente, des difficultés d'apprentissage ou autres difficultés scolaires. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, il va falloir s'intéresser au contexte de l'apparition des symptômes, de voir s'ils sont fluctuants, de voir si ils s'expriment dans certains contextes ou pas. On voit que dans les troubles de l'attachement et tout ce qui est en lien avec l'insécurité de l'attachement, les symptômes sont souvent fluctuants
apparaissent dans certains contextes et peuvent être tout à fait transitoires. Euh, que dans le trouble de l'attachement, on voit quand même un petit peu moins de stéréotypies ou de comportements répétitifs qu'on pourrait retrouver dans un tableau TSA. Mais en tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que quand on s'intéresse aux pratiques éducatives, ou alors qu'on propose à l'enfant d'être accueilli dans un autre environnement, on voit une évolution plus favorable de la symptomatologie. Donc ça, ce sont des éléments qui peuvent vraiment nous intéresser quand on fait une anamnèse, par exemple, l'idée voilà, de s'intéresser à l'apparition des symptômes. Est-ce que c'est là depuis toujours? Est-ce que c'est là avec tout le monde? Est-ce que c'est là dans tous les contextes? Parce qu'on verra que dans les situations de TSA ou de TDAH, que le milieu soit favorable ou pas, les difficultés sont toujours présentes. Maintenant, on peut rencontrer des tableaux un peu plus complexes. C'est-à-dire que ces tableaux-là, ils peuvent exister de manière totalement distincte, mais ils peuvent aussi coexister. Donc, des fois, on peut piocher au loto quelque chose de pas chouette. Et dans ce cas-là, en fait, ce qui va constituer une difficulté, alors, une personne qui a un TSA ou un TDAH peut tout à fait développer un attachement sécure. Il n'y a absolument aucune contre-indication là-dessus. Par contre, la spécificité qu'il peut y avoir, c'est que avec des enfants qui ont des besoins spécifiques, euh, euh, qui demandent peut-être une grande sensibilité, une grande capacité de repérage de la part des parents, ça peut attaquer le caregiving. C'est-à-dire que ça peut soumettre le parent ou le donneur de soins à un stress intense. Et rappelez-vous, sous stress, on régresse. Et quand on régresse, on n'est plus en mesure d'être suffisamment disponible, d'être suffisamment sensible, d'être suffisamment accordé aux besoins de l'enfant. Et on peut rentrer effectivement dans une sorte de cercle vicieux où plus on est stressé, moins on est disponible et plus on propose un environnement et des conditions insécurisantes qui peuvent alimenter des problématiques déjà présentes. On arrive bientôt à la fin, donc voilà, vous aurez le temps de revenir sur la diapo, vous avez quand même pas mal d'informations. C'est pas moi qui ai le contrôle. Oui. Ok, et donc vraiment, la question de fond, c'est toujours de s'interroger sur qu'est-ce qui vient activer les difficultés. Est-ce que ce sont des enjeux relationnels et la recherche de sécurité, ou est-ce que ces difficultés sont transversales à tous les domaines? Et voilà. Donc, vous avez là les différents éléments, et je termine avec cette idée-là que dans ce genre de situation, il me paraît absolument nécessaire de faire des évaluations diagnostiques multidisciplinaires. Ça peut nous arriver assez régulièrement d'avoir un profil complexe où peuvent être associés à la fois du trouble du neurodéveloppement avec des contextes d'insécurité qui peuvent parfois venir majorer certains troubles. Voilà, je crois que je dis pour la plupart et j'ai bien réussi. Ouais. Ok. Et donc, en conclusion, ben voilà, on a pu voir sur ces 2 webinaires le système d'attachement, de caregiving et d'exploration, les modèles internes-opérants, les compétences psychosociales, la chaîne de sécurité, et à retenir Caring for the Caregiver, offrir de la sécurité affective aux enfants et aux adultes dont nous prenons soin. On se retrouve pour le webinaire 3 en début octobre. On donnera un troisième et dernier webinaire sur l'attachement chez l'adulte. On viendra le teinter d'une touche sur l'interculturalité, parce que aujourd'hui on sait que l'attachement c'est un mécanisme qui est universel, mais dans sa manière de s'exprimer, il y aura des tonalités différentes en fonction de là où on vit dans le monde. Et il y a une petite date de l'Assemblée générale de la CPTS Le qui 30 aura juin. lieu le 30 juin. Voilà. Et pour terminer, on vous laisse avec 2 listes bibliographiques, loin d'être exhaustives. Vous avez, alors, ça rejoint la première bibliographie du webinaire numéro 1. On a rajouté juste une référence supplémentaire. Donc ça, c'est accessible pour vraiment tout le monde, que vous soyez professionnel ou parent ou personne intéressée. Et puis, vous avez une liste plutôt tournée pour les pros et les experts, avec un petit peu de référence également en anglais, parce que les anglophones publient énormément sur l'attachement. Voilà, on vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
comme toujours, si on peut y répondre, on y répondra. Si on peut pas, on vous dira. OK. Bon, Voilà. on va Si- partir du principe que, Il y a pas de il y a pas de questions. questions. Si jamais il y en a qui vous viennent en cours de route, on est joignable à travers le réseau de la CPTS, donc n'hésitez pas. On vous souhaite, bon courage pour les grosses chaleurs et puis, à la prochaine. Bonne fin de journée. Au revoir.